Bienvenue à toutes et tous et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Moi, je m'appelle Romain Barre, je suis co-secrétaire général du GREA, le groupement roman d'études des addictions, et c'est avec beaucoup plaisir que j'ouvre ce webinaire. On est réunis aujourd'hui autour d'un guide pratique, sérieux, ambitieux et maintenant disponible en français. Il s'intitule simplement Comment réguler les stimulants. Et il répond à une question que beaucoup d'entre nous nous posons depuis longtemps. Si la prohibition échoue à protéger la santé et à endiguer les marchés criminels, par quoi peut-on la remplacer? La réalité du terrain nous en rappelle aujourd'hui l'urgence. Ce guide, c'est d'abord une œuvre de Transform Drug Policy Foundation. C'est une organisation britannique qui œuvre depuis plus de 20 ans à la réforme des politiques en matière de drogue. Elle est à l'origine du guide original How to Regulate Stimulants, qui a été publié il y a quelques années, déjà en collaboration avec la Global Commission on Drug Policy. Steve Rawls, qui est ici aujourd'hui avec nous, qui vous présentera le guide dans quelques instants par vidéo, en est l'un des principaux auteurs. Notre rôle au GREA a été d'initier et de coordonner le projet de traduction francophone, et ce projet, on l'a pas mené seul, ça a été le fruit d'un travail collectif avec plusieurs partenaires que je veux remercier aujourd'hui chaleureusement, spécifiquement Stéphane Leclerc et la FEDA Bruxelles en Belgique, Marie-Hougoun Rombaldi, Benjamin Tobianaré, Sacha Herzog et Catherine Delorme de la Fédération Addiction en France, Sondia Badlamondi et Julie Soleil-Messon pour l'AIDTU au Québec, ainsi que toute l'équipe technique qui organise aujourd'hui le webinaire. Je veux aussi remercier Anna Tomasi, Ashley Armstrong et Ruth Dreyfus de la Commission globale en matière de drogue, donc la Global Commission on Drug Policy, pour tout le soutien lors du projet. Je remercie aussi au passage donc Ruth Dreyfus pour sa générosité, aussi son travail autour de la rédaction de la préface de l'édition francophone. C'est vraiment un travail très précieux. Merci beaucoup à tout le monde. Donc ces personnes, elles ont non seulement contribué à la traduction et la rédaction de l'introduction francophone qu'on a écrit spécifiquement pour la parution de cette nouvelle version du guide, mais elles ont aussi construit le programme aujourd'hui. C'est un travail commun. Je remercie tout le monde sincèrement et chaleureusement. On part ensemble aujourd'hui d'un constat commun. L'usage de cocaïne, d'amphétamines et de MDMA, l'usage de stimulants traverse aujourd'hui l'ensemble de nos sociétés francophones. Les profils se diversifient, les contextes d'usage aussi. Et parallèlement, les surdoses augmentent, les marchés illégaux échappent à tout contrôle sanitaire et nos réponses institutionnelles et surtout politiques demeurent trop souvent fragmentaires. La régulation n'est aujourd'hui plus un sujet tabou, c'est une nécessité pratique de santé publique et de justice sociale. Ce constat, on le pose sans aucune nostalgie du statu quo, ni naïveté sur les défis qui nous attendent. L'alternative à une régulation publique et démocratique n'est pas l'absence du marché, c'est sa gestion de fait par les organisations criminelles. Cette réalité, aussi inconfortable soit-elle, nous oblige à dépasser les tabous politiques qui entravent encore les réflexions sérieuses et travailler sur la régulation. C'est jamais simplement l'encouragement d'un usage, c'est vraiment une régulation qui veut se donner les moyens d'un contrôle effectif, transparent et orienté vers la santé et les droits humains. Il faut reconnaître aujourd'hui que les drogues ne disparaîtront pas par décret, que leurs conditions de production, de distribution et de consommation peuvent être rendues bien moins dangereuses que la situation actuelle qui ne fonctionne pas. Le guide qu'on a fait paraître aujourd'hui en français propose précisément cela, des pistes concrètes, différenciées selon les substances et les modes de consommation, ancrées dans les preuves et respectueuses des personnes concernées. C'est un outil pour celles et ceux qui veulent agir sur le terrain, dans les institutions, dans les arènes politiques. Le guide ne prétend pas tout réguler d'un coup, il propose une feuille de route différenciée, substance par substance, niveau de risque par niveau de risque, mode de consommation par mode de consommation. La MDMA, dont les risques sont bien connus, est largement créée par la prohibition elle-même, dosage inconnu, adultération, absence d'information, apparaît comme un candidat naturel pour une première réforme. La cocaïne et les amphétamines appellent des approches plus graduelles, adaptées à leur profil de risque spécifique. C'est cette rigueur pragmatique qui fait la force du guide. Il dit pas tout ou rien, il propose vraiment de commencer intelligemment et puis il explique comment le faire. Le webinaire qui va durer les 2 prochaines heures va être animé par Catherine Delorme, la présidente de la Fédération Addiction, que je remercie chaleureusement pour son engagement dans ce projet depuis les débuts. Elle va aussi permettre de faciliter les échanges du chat. Je vous invite à suivre les instructions qui ont été postées dans le chat. Précisez dans votre nom un peu qui vous êtes. Ça nous permettra de mieux organiser la prise de parole et la suite du débat.
Donc, dans les 2 heures qui viennent, vous allez entendre des présentations et des témoignages qui, j'espère, vous donneront envie d'utiliser le guide, d'aller plus loin dans vos pratiques, dans vos plaidoyers, dans vos échanges avec les décideurs, avec les déciseuses, et puis dans vos prises de position médiatiques aussi. Aujourd'hui, l'immobilisme n'est plus une option et ce guide est un outil pour construire autre chose. Je vais donner maintenant la parole à Steve Rose par l'intermédiaire d'une vidéo. Hello, bonjour. My name's Steve Rolls, and I am the author, with Harvey Slade and James Nichols, the co-author of How to Regulate Stimulants, A Practical Guide, which was first published by Transform Drug Policy Foundation in the UK in 2020. I'm pleased to say it's subsequently been translated into Spanish and republished in Colombia and Mexico, and more recently translated into Portuguese and republished in Brazil. And so we're particularly pleased and excited to see it being translated into French to inform the debate in Switzerland, but hopefully also in France and the rest of the French-speaking world. In terms of the thinking behind this book, it really does stem back to the overarching failure of the prohibitionist model and the so-called war on drugs, which has demonstrably failed to deliver on its own goals. The goals to deter use and to restrict availability of drugs have demonstrably not happened. Drugs are cheaper, they're purer, and they're more available than they have ever been during the 100 years or so of prohibition. More people are using drugs globally than ever before. So clearly on its own terms, it's been a stunning failure, but it's actually worse than that because prohibition, illegal production and supply makes risky drugs more risky. And it also hands control of this trillion-dollar market to the worst possible people. In other words, criminal entrepreneurs, cartels, gangsters, and unregulated street dealers. But whilst there is a growing consensus that the war on drugs has failed, what we need to make progress happen is a coherent vision of what the world after the war on drugs would actually look like. Something that different political constituencies, different demographics, different communities can see, they can think about, and that is credible and viable as a vision of the future for them. Now, we've seen incredible progress in recent decades with drug law reform in terms of harm reduction and decriminalisation, and more recently with cannabis legalisation and regulation. It's worth remembering that just 12 years ago, nowhere in the world had legalised and regulated cannabis for adult use, for non-medical adult use. But today we see 45 different jurisdictions around the world now have some form of legally regulated adult access to cannabis for non-medical use. More than 500 million people are living in these jurisdictions, and that number was 0 just over 10 years ago. And I think that shows that change is possible, that change is happening, and there is an appetite for change. The tolerance for the failures of the war on drugs is evaporating fast now. But it did feel like there was a big gap in the debate when it came to stimulants. On the one end of the spectrum, we had the cannabis reforms. At the sort of lower risk end of the spectrum, cannabis obviously is risky, but it's noticeably less risky than many other illegal drugs. And at the other end of the spectrum, we had some really important reforms, many of them led by Switzerland, around how to deal with problematic opioid use. But between these kind of twin spotlights of cannabis reforms and dealing with the opioid crisis, it felt like stimulants, and I'm thinking here about amphetamines, MDMA, and particularly cocaine, had been somewhat lost in the shadows. And we felt there was a gap that needed to be addressed because the public health burden associated with stimulants is clearly growing, as is the harms associated with the illegal market for these drugs. These problems are getting worse and not better. So the idea with this book was really to provide a credible, coherent, and academically rigorous set of proposals that draw on regulatory scholarship from other drugs and other lessons we may have learned from other fields and disciplines, and try and present a coherent vision of what a post-prohibition world could look like for this set of drugs.
that simply hadn't been done before. And we are really pleased with the result. I'd like to thank all the contributors and authors, and I'd like to thank again so much Romain personally, of course, but also the whole GRE team and all the other organisations who've been involved in this project. And I'd very much like to thank Madame Dreyfus as well for contributing the forward and for all the amazing work that she's done over the years with the Global Commission on Drugs and, of course, as a Premier of Switzerland. So I wish you well for the event today, and I look forward to working with the GREA team to inform this debate and hopefully moving towards a better world in which the risks associated with stimulant use and stimulant markets can be better managed and the harms associated with that can be reduced, and we can move towards our shared goals in terms of public health, in terms of criminal justice and security, and in terms of sustainable development and human rights. Thank you very much. Bonjour à tous, bonjour ou bon matin du coup, puisque nous avons une large représentation. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, peut-être aussi pour vous rappeler, tel que l'a indiqué Romain, que vous avez donc accès pour les uns au chat, pour les autres au clavardage, c'est comme vous voulez. En tout cas, vous pouvez donc intervenir et poser vos questions en vous identifiant pour que je puisse, moi, rassembler un certain nombre de questions à proposer aux panélistes. Et donc, que je vais présenter tout de suite, avant de leur laisser simultanément la parole. Nous aurons donc en fait 2 temps, un premier tour de parole qui se conclura par quelques questions, et puis un deuxième tour de parole. Et donc, pour ce premier tour de parole, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Ruth Dreyfus. Vous fûtes présidente de la Confédération suisse et de la Global Commission on Drug Policy. Votre angle d'intervention, ça va être évidemment le regard politique et international, et notamment pourquoi la régulation des stimulants est la prochaine étape logique après la question, après le cannabis. Thomas Herkel prendra la suite en tant que directeur de K9 à Genève, qui interviendra plus sur l'angle de la réalité du terrain, c'est-à-dire qu'est-ce que les professionnels observent au quotidien et pourquoi finalement la situation que nous connaissons de statu quo ne fonctionne plus. Et puis, ce premier tour de table se terminera avec Guillaume Tremblay de l'IDQ, qui lui va parler du côté de la voix des personnes concernées, l'expérience vécue des conséquences de la prohibition. Alors, je vous propose, sans plus attendre, et puis je désactiverai et réactiverai ma caméra, je vous propose sans plus attendre de commencer par vous, Ruth Dreyfus, sur le regard politique et international. Donc, pour quelques minutes, je vous laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureuse de participer à ce panel et surtout de me rendre compte de ce travail commun qui a permis la publication aujourd'hui du livre, du guide pour une réglementation, qui pose des principes et des idées pour la réglementation des stimulants. Je suis vraiment enchantée aussi de cette collaboration Canada, France, Belgique et Suisse. Nous avons des politiques différentes selon les pays, et je crois que lorsque des gens du terrain ou lorsque des gens qui ont effectivement un engagement poussé dans les réformes des politiques en matière de drogue collaborent par-dessus les frontières, cela peut aider effectivement à des attitudes plus cohérentes de part et d'autre. Cohérence, oui, c'est le grand mot, je crois. J'ai l'impression que depuis 60 ans, en tout cas, sinon un siècle, on a essayé d'aborder un problème extrêmement complexe avec une seule solution. Et ça, c'est toujours mauvais. C'est-à-dire on est parti de l'idée que les drogues pouvaient être dangereuses, qu'elles pouvaient
provoquer en particulier des comportements bizarres, des comportements criminels. Enfin, il y avait toute une image terrible d'ailleurs des consommateurs de différentes substances psychoactives. D'ailleurs, une vision marquée souvent par également des préjugés coloniaux envers certains groupes de population, hein, les consommateurs de hashish d'un côté, les consommateurs d'opium de l'autre, chaque fois enfermés dans des préjugés et dans une stigmatisation, je dirais, de type colonial. La réponse, puisque c'est mauvais, c'est qu'on interdise. Et on ne s'est pas rendu compte que par une simple interdiction, on allait accroître encore la complexité du problème et qu'on allait nourrir des crises successives dans les différents domaines. J'essaie d'être bref, tout simplement. Mais en interdisant, on a fait quoi? On a dit que les consommateurs étaient des personnes qui devaient être punies puisqu'elles faisaient quelque chose qui était interdit. On ne s'est pas rendu compte qu'en les punissant, on les poussait aux marges de la société, on les poussait dans la clandestinité, on les poussait dans une attitude finalement aussi de complicité avec ceux auprès desquels ils trouvaient la substance dont ils avaient besoin. Mais on ne s'est pas rendu compte non plus qu'en interdisant, on créait un marché totalement dérégulé aux mains des organisations criminelles qui pouvaient, puisqu'il y avait une demande, et une demande qu'ils pouvaient d'ailleurs enfler encore par des offres de produits de plus en plus forts, que l'on crée ainsi un secteur criminel extrêmement puissant. Je crois qu'il y a en tout cas quelques années, le trafic de drogue était la principale source monétaire du crime organisé au niveau international, battant les autres activités criminelles. Et on a créé de ce fait aussi des organisations extrêmement flexibles qui passent d'ailleurs d'un secteur économique, si on peut dire, à l'autre, trafic d'êtres humains, trafic d'organes, trafic d'armes, trafic de drogue, tout ceci étant se nourrissant l'un l'autre. Donc, en créant aussi ce système, on a créé un potentiel de corruption des États, des autorités, absolument extraordinaire. On le voit aujourd'hui, menace sur la démocratie, menace sur le fonctionnement non corrompu des autorités. Donc, chaque aspect de cette complexité nourrissait dans un autre aspect une complexité croissante et des problèmes croissants. Malheureusement, tout cela a trouvé un cadre international dans les conventions des Nations Unies, en particulier celle d'après la Deuxième Guerre mondiale, qui justifiait et qui posait le cadre de cette prohibition avec quelques exceptions dans le domaine scientifique et de l'utilisation médicale. Puisque je parle des conventions, j'aimerais juste insister sur un message que je ne cesse de répéter depuis les 30 ans, je crois que je m'occupe de cela, et davantage, c'est que les conventions n'empêchent pas de dépénaliser et de décriminaliser la consommation de drogue. C'est laissé à la compétence des États, pour autant que leur ordre constitutionnel et les lois qu'ils se donnent le permettent. Et donc, je crois que la grande bataille, la bataille prioritaire, la première, a été aussi sinon de dépénaliser ou de décriminaliser totalement, en tout cas de trouver un compromis entre l'interdiction et la possibilité d'entrer dans un contact thérapeutique et social avec les consommateurs de drogue et de ne pas les enfermer dans cette criminalisation qui était, si l'on veut, à la base de la prohibition. Ce que nous avons tous essayé de faire, et je félicite les organisations réunies ici et parmi les auditrices et auditeurs certainement, ce qu'on a essayé, c'est quand même de détricoter, si vous voulez, ce monstre complexe qui alimentait sans arrêt les problèmes tels que je viens très succinctement de les décrire. Les détricoter, ça veut dire quoi?
Ça veut dire créer des systèmes de traitement qui soient moins coercitifs qu'ils ne l'étaient à l'origine. C'est de créer des mesures de réduction des risques en disant, OK, vous consommez, c'est peut-être interdit, mais nous tenons à votre vie et à votre santé. Nous tenons d'autant plus à votre santé qu'avec les risques que vous prenez, vous faites courir des risques à l'ensemble de la société. Et nous l'avons vécu avec, bien sûr, l'épidémie du sida et les problèmes liés à la diffusion des hépatites. Donc, mesures de réduction des risques de tout type, et la Suisse a eu la chance de pouvoir convaincre la population d'un certain nombre de choses. Dépénalisation, encore une fois, la liberté est là, il faut la saisir. Il y a un obstacle à une politique vraiment cohérente, c'est l'interdiction de réguler ces marchés dans les conventions internationales. Et là, il faut tout simplement le courage d'aller de l'avant. Il faut le courage d'expérimenter de nouvelles formes de réglementation. Nous avons pu le faire avec les traitements de maintenance en Suisse en introduisant la prescription médicale d'héroïne, qui est une forme de réglementation aussi, et qui montre d'ailleurs les avantages en termes de qualité des produits, en termes de suivi, en termes de contact avec les personnes, de sortie de leur marginalité. Et puis nous le faisons actuellement à l'autre bout de la chaîne, comme le disait fort bien Steve, avec le cannabis, qui est moins dangereux ou qui a moins de risques que le tabac et l'alcool, et de trouver là des formes de régulation et de réglementation qui soient adaptées à cette substance et aux besoins des consommateurs. Et il y a effectivement l'éléphant dans la salle, comme on dit, c'est-à-dire l'augmentation de la consommation de stimulants et notre difficulté à trouver aujourd'hui immédiatement les réponses de santé publique, les réponses de traitement, les réponses de réduction des risques qui soient adaptées à ces substances-là. Et nous devons travailler là-dessus. Et l'avantage du livre qui est présenté aujourd'hui, c'est qu'il nous donne en même temps déjà la clé pour la réglementation de ces substances. Donc, on n'est pas seulement dans l'optique dans laquelle on était 30 ans, il y a 30 ou 40 ans, face à l'héroïne et au sida. On est aujourd'hui dans une situation, on peut dire, une politique cohérente est une politique de santé publique, de sécurité et une politique de réglementation des marchés tenant compte des caractéristiques propres à chacune de ces substances, chacun de ces stimulants. Voilà, je crois, le message que les recettes qui nous sont données, elles sont importantes. Merci beaucoup pour ce cadrage politique et international. Donc, on est passé du constat politique. Là, on a posé les premiers éléments du constat politique. Je vous propose tout de suite d'aller vers la réalité vécue. Avec toi, Guillaume, tu as, on peut dire, traversé le système, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement? Ben merci. Ben, premièrement, je voudrais commencer avec ça, de dire merci de donner la voix aux personnes concernées. Souvent, on occulte cette voix-là, cette perspective-là et cet angle-là qui est quand même important pour avoir un éclairage plus juste là, sur la question, sur la problématique. Puis, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est que ceci s'inscrit dans une perspective, là, comme le disait Romain, là, d'entrée de jeu, là, dans une perspective de justice sociale, mais j'irais plus loin que ça. Je dirais dans une perspective de justice réparatrice, parce que c'est un peu ça là, qui est le cœur de l'histoire, c'est que la prohibition, la guerre contre la drogue a vraiment causé des torts, des préjudices, des injustices, voire des traumatismes, là, donc des violences auprès de personnes, de communautés, de familles. Et c'est un peu ça que j'ai vécu, là. Donc, je ne suis pas seul, là, on est une multitude là, qui a vécu ça. Euh, et le fait d'avoir cette volonté commune de vouloir un peu mieux réguler cette
disponibilité-là, là, d'usage de différentes substances et de l'usage de ces substances-là, ben, c'est en fait, on est dans une perspective de prise en charge sociétale là, qui est le propre de nos communautés à la base, là. On veut se garder en vie, là. Personne ne veut du mal de l'autre. Donc, dans cette perspective-là, je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes dans la mise en œuvre de mécanismes, de stratagèmes, de stratégies coercitifs, prohibitionnistes, dis-je bien, parce qu'en fait, on échappe l'objectif qui est de renforcer un sentiment de sécurité, de renforcer une sécurité accrue pour les personnes qui consomment, les communautés, les personnes, les familles, etc. Donc, on a plus échappé de personnes, finalement. On l'a un peu échappé avec ça, là. Donc, et puis moi, on m'a échappé. En fait, je suis tombé dans la craque, là. On m'a échappé pendant je suis un rescapé. Je veux dire ça comme ça. Je suis un peu un rescapé parce que moi, je suis tombé dans la craque, là, dû à un usage, oui, multiple, en fait, multiple drogues, là, mais de stimulants notamment, là. J'ai beaucoup usé des stimulants à différentes fins, hein. Donc, souvent, on voit l'utilisation de stimulants à des fins, oh, les gens ont des problèmes, ils utilisent des stimulants parce qu'ils ont des problèmes, ils vont pas bien, ils sont tristes. Mais non, hein, on utilise des stimulants pour faire la fête, on utilise des stimulants pour performer, on utilise des stimulants pour s'auto-médicamenter, on utilise des stimulants pour faire face à des traumatismes. On utilise des stimulants pour différentes raisons. Et puis on voit de multiplication des raisons de l'utilisation, de l'usage, un peu comme le disait Steve là, en introduction. On voit de plus en plus de gens consommer parce qu'il y a des bénéfices à consommer, il y a un plaisir à consommer, il y a des raisons pour qu'on consomme. Donc, il y a des besoins liés à ça, donc on répond à certains besoins. Moi, j'ai consommé pour toutes ces raisons-là. À certains moments, c'est justement pour faire la fête. À d'autres moments, j'ai usé des substances parce que je faisais face à des enjeux dans ma vie, de l'adversité, j'avais de la difficulté. C'était une béquille. Oui, ça a été pendant un moment une béquille, mais pas toujours. Donc, c'est évolutif tout ça. Donc, il faut faire attention aussi à faire des raccourcis, de dire, bon, mais les gens consomment pour telle raison. Non, non, il y a une multitude de raisons. En faisant ce postulat, on peut dire que c'est un état de fait, les gens vont consommer. Donc, les gens consomment pour des raisons. En disant ça, ben, on a un usage de substances et dans l'usage de substances, ben, il y a des risques associés à cet usage-là, un peu comme le disait Roux tout à l'heure, ben, on veut mitiger les risques. Puis ça, c'est très bien parce que quand on prend une voiture, on veut mitiger les risques d'utiliser notre voiture. Bon, parfait. Donc, faisons collectivement une stratégie pour mitiger les risques de l'usage. Mais attention, la prohibition, c'est le risque zéro, là. C'est comme si on vous dirait, ne prends pas votre voiture, là. On va prendre une voiture. Il va y avoir des accidents. Donc, le risque zéro n'existait pas. Moi, comme me disait, ne consomme pas, il n'y avait aucune résonance. Je me disais, OK, non, mais je vais consommer. Pouvez-vous m'aider à me donner des outils pour pouvoir bien consommer? Parce que moi, je vais consommer de toute manière. Donc, et l'effet pernicieux de dire ne consomme pas, ben, c'est que ça amène des usages euh, risqués qui sont exacerbés. En fait, on exacerbe le risque. C'est ça qu'on fait. Et donc, au niveau du produit, notamment au niveau de la toxicité, on a des drogues de plus en plus toxiques, l'imprévisibilité dans l'accès aux substances, dans les prix élevés des substances. Moi, je me suis endetté à cause de ça. Je me suis mis à risque de surdose à cause de ça. J'ai vécu des sevrages à cause de ça parce que d'une journée, j'avais ma substance. Là, je ne l'avais plus. Donc, difficulté à garder un certain équilibre dans tout ça. Donc, des problèmes de santé parce que la dangerosité de cet usage-là est mal connue. Et aussi au niveau des comportements, on s'isole, on a honte, on n'en parle pas. Donc, dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'information, dans la rupture sociale et relationnelle aussi qu'on subit.
Puis finalement, ben, je termine avec ça au niveau sociétal. Donc, on tombe dans une spirale de la précarité, de la vulnérabilité. En fait, on vulnérabilise nos communautés, on vulnérabilise les gens et on les pousse un peu comme, ben, tout à fait, qu'est-ce que vous avez dit, Madame Dreyfus, là, on les marginalise. Moi, c'est ça, j'étais rendu dans la marge. Puis après la marge, ben, il y a le précipice. Mais on m'a poussé petit à petit vers le précipice. J'y suis tombé. Je suis remonté, là, puis grâce à beaucoup d'aide, mais c'est parce que ce précipice-là, on le connaît, il est évitable. Donc, on devrait mettre en place des garde-fous, là. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ton vécu personnel. Je vous propose maintenant justement de passer la parole à Thomas Herkel qui va lui parler de son terrain professionnel, de son vécu professionnel et peut-être de ce que tu reçois au quotidien dans ton travail à Genève. Thomas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup à rajouter hein, après les interventions de Ruth Dreyfus et de Guillaume Tremblay. Peut-être dire un peu d'où je parle, effectivement. Je parle de Genève, donc on est héritier de cette politique suisse dite des quatre piliers, qui a été portée par des précurseurs à Zurich, à Berne, qui a été portée politiquement, entre autres, par Madame Dreyfus. Et donc on est un peu, de ce point de vue-là, vu comme le pays modèle. Et moi, je parle en plus de Genève, qui bénéficie en plus d'énormément de moyens, hein. C'est quand même une des villes les plus riches de Suisse, voire du monde. Et donc, on pourrait se dire, c'est bon, on a réussi. On a réussi une politique progressiste, on a réussi à se mettre d'accord entre la police, entre la santé, la réduction des risques. Et même comme ça, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas justement parce qu'on bute contre cet aspect réglementaire, contre cette criminalisation de l'usage qui empêche de sortir les personnes vraiment de la précarité parce qu'elles y sont forcément remises par le simple fait de consommer, de devoir acheter une substance illégale. Et ça, c'est vraiment ce qui doit être compris, et notamment l'urgence dont parlait Romain tout à l'heure, elle vient aussi de l'ampleur de cette question des stimulants. Pour donner un exemple, à Genève, on est face vraiment maintenant à une consommation massive du crack. Elle était quasi inexistante il y a encore 4 ans. Et dans le local de consommation K9, elle représente maintenant la majorité des consommations. On est passé de environ 100 à 150 passages par jour à 300, voire plus. Et la différence, elle se fait uniquement sur la question du crack. Et donc, c'est un double enjeu qui est celui de comment travailler cette question de la criminalisation, et puis l'autre de cette vraiment surexistence, surreprésentation de la question des stimulants. Et comme l'a dit Guillaume, cette consommation, elle a de multiples sources. On veut être performant, on veut être joyeux, on veut survivre au monde tel qu'il est, on veut se remettre du Covid. On a vu hein, que c'est arrivé très fort à la sortie de la pandémie, où, si on s'en souvient, on était tous un peu mous et tristes et on avait besoin de courage pour affronter le monde. Et c'est à ce moment-là que arrive la question du crack. Dire aussi que de là où je parle, on ne parle pas de tous les usages, justement. On ne parle pas de toutes les personnes, on parle de personnes fortement précarisées. Et je pense que ça, c'est important de le dire aussi. Cette prohibition, elle n'est pas vécue de la même manière si on peut avoir des intermédiaires qui nous livrent de la cocaïne chez nous tranquillement dans un très bel appartement avec la vue sur le lac, ou si on doit l'acheter dans la rue. Et ça, il y a une inégalité fondamentale de chacune d'entre nous vis-à-vis de la loi et vis-à-vis des personnes qui la représentent. Et ça doit quand même être soulevé aussi. La loi, elle est censée être la même pour toutes et tous, mais on sait que dans les faits, ce n'est pas le cas. Et que du coup, cette criminalisation, Madame Dreyfus parlait tout à l'heure de relents un peu coloniaux de cette question-là, elle sert aussi à ça. C'est-à-dire, elle sert à aller euh, pénaliser des personnes qui sont déjà dans la précarité. Il y a peu de descentes dans des fêtes au bord de piscines privées pour aller savoir si les gens consomment du crack. Par contre, il y a une présence policière quasi quotidienne auprès de personnes précaires, et cette pénalisation de l'usage permet quelque part de recriminaliser encore. Et ce que ça représente pour les gens, c'est que puisqu'ils sont dans l'illégalité, ou elles sont dans l'illégalité, toute leur vie va l'être. Et ça veut dire très concrètement que lorsqu'on se fait agresser,
lorsqu'on se fait voler, lorsqu'on se fait violer, lorsqu'on se fait violenter, on ne pourra pas aller à la police, on n'osera pas aller à la police parce que vu que notre vie entière est dans l'illégalité, on ne se sent pas légitime, on ne se sent pas accueilli d'aller porter plainte. Et donc, cette pénalisation de l'usage, elle n'est pas seulement grave parce qu'elle rend criminel ceci, elle est aussi grave parce qu'elle prive les personnes de la protection de l'État pour tout un tas d'autres moments de leur vie et elles vont se faire racketter, elles vont se faire frapper, elles n'auront pas, ou peu ou moins, accès aux forces de l'ordre qui devraient pouvoir les protéger. Et ceci, malgré le fait qu'on soit en Suisse, malgré le fait que je m'entende très bien avec la police, avec tout le monde et qu'on puisse défendre le fait de dire, OK, la police doit être là pour garantir la sécurité de chacun et de chacune et pas pour mettre trop de force sur la question de la pénalisation, eh bien, malgré ça, on va remettre une couche quelque part de vulnérabilité, comme l'a dit Guillaume, sur ce public-là. Et je pense que c'est vraiment un aspect qui est important pour nous, c'est de dire, on voit des gens à la marge et on voit des gens qui se marginalisent encore plus. Peut-être une dernière chose, nous, ça fait 4 ans qu'on est confronté à cette question du crack. On a agrandi le Quai Neuf, on a ouvert un accueil de nuit, on a mis en place la distribution de repas, on a fait tout ça. Et puisqu'on ne peut pas accueillir la question de l'achat-vente, eh bien, on a quand même l'intérieur qu'on a réussi à pacifier et puis l'extérieur qui reste dans une extrême précarité, dans une extrême violence et qui nous agite au quotidien de savoir qu'est-ce qu'on peut tolérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas tolérer. Et c'est vraiment ce dernier rempart qu'on doit franchir si on veut être cohérent, c'est celui de réguler les stimulants parce que, encore une fois, les personnes sont quasiment toutes aussi consommatrices d'alcool et quand elles vont acheter une bière forte, eh ben, elles vont au magasin, elles disent bonjour, elles payent, elles repartent. Et cette interaction-là n'est soumise à aucune forme de violence, alors que la même interaction liée à l'achat de crack ou de cocaïne va être par nature potentiellement violente. Merci Thomas. Moi, j'ai quelques propositions à nos panélistes sur ce premier tour de table parce que c'est vrai que là, alors vos 3 regards sont évidemment tout à fait complémentaires. C'était le but. Rien n'allait été laissé au hasard, évidemment. Mais moi, ce que je voudrais qu'on puisse peut-être un peu continuer de partager en termes de constat, c'est que on a là le regard professionnel, le savoir d'expérience qui me semble être, avoir été reconnu, après avoir été mis en lumière, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, justement, dans vos pays respectifs. Nous, on peut craindre, en France, on peut craindre une espèce de captation de cette idée d'expérientiel, de cette idée de savoir d'expérience qui, un peu comme l'ensemble des savoirs d'ailleurs, hein, tendrait à être un peu décrédibilisé ou en tout cas considéré comme accessoire ou considéré comme pas tout à fait sérieux, comme d'autres sciences d'ailleurs, hein, je pense plutôt des sciences humaines qui sont très souvent qualifiées et encore plus de sciences molles. Mais en tout cas, avec cette idée justement qui me semble tout à fait correspondre à la question de la catégorisation et des usagers et des usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une catégorisation des usages, des produits, où on a quand même tendance à considérer que la diversification des usages tels que vous l'avez présenté, c'est-à-dire que bah, parfois c'est festif, parfois c'est béquille, parfois c'est... Et c'est tout ça qui vient aussi du coup diversifier, je dirais, les figures des usagers. On a connu les toxicomanes au moment, Ruth, vous l'avez rappelé aussi, au moment où on était plus sur, on va dire, la manifestation, enfin la grosse présence d'héroïne et d'opiacés, etc. Or, aujourd'hui, cette figure, elle évolue, puisque en fait, les consommateurs, ils sont divers et ils traversent les couches sociales, etc. Et là, on voit monter en parallèle une espèce de médicalisation, en tout cas, bien sûr qu'il en faut, mais comme s'il y avait une préemption de la réponse médicale et qui tend plutôt vers l'abstinence que vers une considération d'une réduction des risques qui ne se porte plus simplement, pardon, hein, mais sur les produits, mais qui intègre aussi les questions de justice sociale telles que vous l'avez très justement tous les 3 noté.
Voilà, moi, je voudrais avoir un peu aussi votre retour là-dessus. On parle de courage politique. Est-ce qu'on en est encore là? On parle de la valorisation de l'expérience, on parle de la diversification des usages et des figures d'usagers, et en même temps, on n'arrive pas à se décoincer sur ces catégories qui finissent du coup par nous dépasser, puisque, comme vous l'avez dit, ben, du point de vue de la production, ben, du coup, ce sont les cartels et les bandes qui organisent ça. Et du point de vue de la réponse, on serait sur une quête de l'abstinence, en tout cas c'est assez marqué chez nous en France, avec un recul d'une réduction des risques, qui serait réputé comme complice. Oui, Évidemment, hein, dire que ce qu'on voit aussi, la fonction que ça a, c'est de cacher ce qu'on ne veut pas voir. Ce à quoi on est confronté à K9, c'est une crise de la précarité, c'est pas une crise du crack. Le crack, il est venu augmenter cette question-là et puis il est venu répondre à une demande de personnes qui étaient dans des situations difficiles et on a un produit qui est très disponible, de très bonne qualité et très peu cher, avec beaucoup d'effets. Et du coup, c'est cette rencontre-là. Mais la réaction, effectivement, elle ne doit pas être médicale ou elle ne doit pas être que médicale. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes ont un logement, une fois qu'elles ont de quoi se nourrir, une fois qu'on peut leur proposer des activités, des occupations, et ben, automatiquement, la consommation, elle baisse dans ce qu'elle a de problématique. Et c'est pour ça que cette proposition de réglementation, elle doit avancer. C'est-à-dire que tant que ça reste dans l'illégalité, ben, ça permet de dire le problème, c'est la substance. Et on le voit, c'est à la fois absolument pas le cas et à la fois absolument le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les personnes qui sont vraiment, comme le disait avant Guillaume, au bord du précipice, eh ben, c'est un gros enjeu. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a fait, et on s'est rendu compte que nous-mêmes, on faisait cette erreur-là, et moi, je lance pas la pierre aux politiques non plus, c'est de considérer le groupe comme étant homogène. C'est-à-dire, c'est les usagers de drogue, c'est les fumeurs de crack. Et en fait, on a aussi dû se donner les moyens de nous-mêmes nous regarder, travailler et puis analyser un petit peu ces questions-là pour se rendre compte de l'hétérogénéité du groupe et des pratiques et de à ce à quoi ça répondait. Et ça, je pense que c'est un travail qu'on doit faire et qui, tant qu'on peut ranger tout le monde dans la même catégorie, c'est-à-dire l'illégalité, est très très difficile. Parce que effectivement, tant que ça existe, on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas parler logement, on ne peut pas parler travail, on ne peut pas parler autre activité et on ne peut pas parler de qu'est-ce qui a provoqué ça globalement, notamment à Genève, qui est la question de l'augmentation de la précarité. Peut-être ajouter, puisque vous avez posé une question, il est absolument essentiel que les personnes directement concernées s'expriment et pas seulement qu'elles s'expriment, mais que l'ensemble de la population puisse les entendre, puisse entendre pourquoi, qu'est-ce que ces personnes recherchent dans la consommation de la drogue. Guillaume l'a bien décrit, hein. Moi, je suis assez inquiète par cette augmentation des stimulants parce que j'y vois un effet de civilisation ou de non-civilisation, si je peux dire, c'est-à-dire une pression énorme à la performance aujourd'hui. Et dans ce sens-là, j'ai l'impression que c'est vraiment une responsabilité collective de société qui pousse à la consommation. Mais il faut aussi que les gens comprennent pourquoi on consomme, j'entends. Alors effectivement, il y a des bénéfices à attendre de la consommation. J'entends, moi j'ai vécu surtout la question des opioïdes, mais j'entends, ça calme les douleurs, ça calme le sentiment d'être rien du tout. J'entends, ça permet effectivement de vivre des événements positifs. Et alors je pense maintenant par exemple, pour élargir un peu le débat aux psychédéliques, j'entends, c'est aussi une expérience qui est désirable. Mais notre responsabilité, c'est de permettre cela sans que les risques soient tels que, effectivement, j'ai beaucoup aimé cette expression très triste, mais après la marche, il y a encore le précipice, on risque de tomber effectivement. Donc, nous, on a eu la chance en Suisse, justement, d'avoir toute une série de votations populaires et d'occasions aussi de donner la parole aux personnes qui consomment elles-mêmes et qui peuvent témoigner de leurs besoins et de leur situation. La deuxième chose que j'aimerais peut-être ajouter, c'est qu'il y a une erreur profonde, à mon avis, si vous me permettez de le dire,
dans l'unique optique de l'abstinence. J'entends l'addiction, hein, et encore une fois, c'est une minorité de personnes qui deviennent dépendantes, hein, des consommatrices, nous le savons tous, mais lorsqu'il y a dépendance, c'est une maladie chronique et les rechutes sont absolument programmées, je dirais, sauf chance particulière d'être entouré, d'avoir de nouveau le pied à l'étrier. Et l'abstinence ne peut pas être un objectif unique, c'est une erreur profonde. Euh, Celle qui a beaucoup influencé la politique genevoise, Annie Minot, une psychiatre française d'ailleurs, qui a changé de point de vue en traversant la frontière. Annie Minot disait une relation thérapeutique, puisqu'il y a quand même aussi cet aspect médical, une relation thérapeutique, c'est un contrat. C'est un contrat entre le thérapeute et la personne, et on fixe ensemble l'objectif. L'objectif, ça peut être tout simplement de contrôler sa consommation. L'objectif, ça peut être d'être suffisamment bien pour avoir de nouveau un logement ou un travail. Et une fois que cet objectif est effectivement fixé en commun, alors on cherche les voies pour y arriver. Et ça n'est pas forcément de l'abstinence. J'ajouterai un dernier point, puisqu'on parle d'abstinence. Poser l'abstinence comme une condition à la prise en charge et à l'offre de services est l'absurdité la plus grande que l'on puisse imaginer. Quand on parle de logement, alors ça doit être un logement également sans condition d'abstinence pour ceux qui sont vraiment, j'entends, dans la situation la plus précaire. Merci beaucoup, Rose, pour ces précisions. On va s'arrêter là, du coup, pour cette première séquence. Merci beaucoup à vous. Alors, Stéphane, je vais peut-être te représenter et tu vas intervenir sur justement pourquoi réguler les échecs de la prohibition, les principes fondamentaux et le modèle à 3 niveaux de risque, le modèle et le modèle standard. Et Stéphane, tu es donc membre de la FEDA PXL. Je te laisse la parole. Super, donc voilà, je vais commencer une petite introduction générale à ce guide et à la régulation des stimulants. Alors Steve en a déjà touché un mot, hein. Pourquoi réguler? Parce que les politiques de prohibition, ben, elles ont échoué, elles ont clairement montré leurs limites, mais hélas, elles ne sont pas juste inefficaces, hein. Elles ont vraiment de nombreux effets contre-productifs, systémiques, et elles coûtent beaucoup d'argent, hein. Donc je ne vais pas lister les nombreux effets déjà analysés dans de nombreuses études scientifiques dans tous les champs, hein, du social, de la santé, de la sécurité, de la justice. Voilà, c'est une liste sans fin, mais voilà, je vais quand même vous donner deux petits exemples chiffrés parce que quand même tout ça coûte beaucoup d'argent. Et alors j'étais allé revoir récemment, pour prendre un exemple, des montants que nos pays en Europe ne vont jamais pouvoir de toute façon engager dans ces, dans ces politiques prohibitives, mais même quand un gouvernement engage des sommes qui arrivent maintenant à dépasser les 3 milliards annuellement aux États-Unis avec voilà, des milliers d'employés dans leur Drug Enforcement Administration, la fameuse DEA, ça n'empêche en rien voilà, les réseaux criminels de croître, de devenir chaque année plus riches, plus puissants, plus interconnectés entre eux, hein. C'est ce que relaient beaucoup maintenant les forces de l'ordre en Europe, en tout cas, et de plus en plus violents et corrupteurs d'année en année. Donc chaque année, on avance dans ce sens-là. Et alors, d'autres chiffres ici plutôt du côté de l'Europe. Donc, dans le rapport conjoint entre Europol et enfin, l'Agence européenne pour les drogues, l'EUDA. Donc sur la cocaïne, donc les chiffres là, ils datent de 2021, et donc ce sont des estimations minimales du prix, enfin des marchés en fait. Et donc on est sur les marchés légaux, on est sur un 31 milliards d'euros annuels, estimation minimale, donc c'est déjà beaucoup plus. La cocaïne, on est sur du 11 milliards,6. Et alors ça, c'était déjà il y a 5 ans, donc c'est sûr que c'est bien plus que ça aujourd'hui.
Les amphétamines 1,6 milliard et l'ecstasy, la MDMA 0,6 milliard. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que ces sommes ici, ce sont des sommes qui, chaque année, qu'on reste dans ce modèle prohibitif, sont captées par les réseaux criminels. C'est-à-dire que cette année, tout comme l'année dernière, ces milliards d'euros sont retirés des marchés légaux pour être pris par les réseaux criminels qui en réinjectent une partie aussi dans les réseaux légaux par la suite. Mais bon, c'est vraiment une captation énorme financière qui a lieu chaque année. Je voulais faire un petit point aussi sur une notion dont on entend beaucoup parler constamment dans les médias ou de la part de nombreux politiques, c'est les fameuses violences liées aux drogues. Et donc, je voulais rappeler qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Les substances psychoactives, elles ne génèrent pas de violence en elles-mêmes. Elles ne sont pas la cause, la source de violence. Ce sont les marchés illégaux, les contextes de vie des personnes qui sont violents, qui génèrent de la violence en rue, les contextes intrafamiliaux, les addictions engendrent de la violence. Mais donc, dans les recherches universitaires, hein, quand on donne toutes sortes de substances à toutes sortes de personnes pour essayer de comprendre les effets sur les effets cognitifs, le fonctionnement du cerveau, et on a, voilà, des milliers de personnes ont pris toutes sortes de substances, les gens ne deviennent pas tout d'un coup violents dans ce cadre clinique d'analyse. Donc, il faut bien remettre les choses à leur place sur ce qui génère de la violence pour pouvoir aussi être efficace si on veut lutter contre la violence et aller vers des sociétés plus sûres. Il est donc de notre devoir, voilà, d'avoir le courage vraiment d'acter ces échecs, mais aussi, du coup, comme le disait Steve Rawls, de proposer d'autres solutions pour essayer de mieux gérer ce phénomène. Et c'est vraiment le souhait, l'objectif de ce guide. Alors, personne n'est en train de dire ici que les modèles de régulation vont solutionner tous les problèmes. On n'est pas en train de vendre un miracle, mais on veut vraiment mettre en avant cette notion de régulation responsable euh, qui peut permettre vraiment d'apporter des réponses crédibles qui permettront non pas de banaliser les substances et leur consommation, mais bien de reprendre le contrôle et de réduire de nombreux risques. Alors, de quel type de régulation parlons-nous? Il s'agit évidemment de trouver un équilibre difficile entre le respect des libertés individuelles et collectives, les libertés commerciales et également, bien sûr, la santé publique. Et donc, pour ce faire, il y aura de nombreux facteurs à prendre en compte, des facteurs dont nous pourrons analyser l'impact, évaluer l'impact et les ajuster au fur et à mesure de ce qui pourra être mis en place. Alors, ce graphique ici, c'est vraiment voilà, un de mes graphiques préférés. Je pense qu'il est un des plus clairs pour expliquer vers quoi de nombreux professionnels, en tout cas de nombreuses fédérations, de nombreux acteurs du secteur de la santé et du social euh, veulent se diriger. Et donc, il y a d'un côté, on peut vraiment comparer à les effets, les dommages socio-sanitaires qui peuvent être assez proches lorsqu'on est dans un modèle de marché légal non régulé, euh, où en fait il y a trop de liberté au commerce, pas assez de restrictions, comme on a pu l'avoir par le passé avec l'alcool et le tabac. Il y a eu des améliorations, même s'il reste beaucoup à faire. Ou de l'autre côté, sur les marchés illégaux, où de nouveau, là, il n'y a pas non plus du coup de suivi, de contrôle, et ça n'empêche pas ces marchés d'exister. Et on souhaiterait donc mettre en place plus de contrôle, plus de régulation pour réduire les dommages socio-sanitaires et se diriger vers un modèle de réglementation. euh, voilà, on va le voir et mes collègues préciseront aussi comment on peut faire pour chaque substance parce que bien sûr les risques sont différents pour chaque substance. Alors du coup, l'éventail et l'intensité des outils de régulation va dépendre en effet des risques liés à un produit en particulier, mais également en fonction du contexte, de l'environnement donné, du contexte national ou local à prendre en compte. Mais on souhaite évidemment également prendre en compte le fait que plus une drogue présente des risques, il y aura donc plus de contrôles à mettre en place et des contrôles aussi qui peuvent être également très stricts dans un cadre de régulation légale, de régulation responsable. Alors, quels sont ces leviers, ces curseurs avec lesquels on pourrait jouer en mettant en place
un modèle ou différents modèles de régulation pour reprendre le contrôle. Il y a tout ce qui a trait à l'élaboration des produits en eux-mêmes, donc des substances. Et donc, avec des outils de contrôle sur vraiment la préparation, hein, la qualité, le dosage, donc en retirer un minima tout ce qui est inconnu ou les adultérants qu'il y a dans les substances présentes sur les marchés illégaux actuellement. Et il y a tout un contrôle à mettre en place autour de l'emballage et aussi les modalités en fait de consommation. Alors, il y a tout un contrôle avec tous les facteurs qui sont en lien avec le prix, notamment la taxation sur les produits qui pourraient être vendus, mais aussi des contrôles de prix et même des propositions de prix fixes ou variables qui pourraient évoluer au fur et à mesure des années. Euh, alors, ce sont vraiment des curseurs à ajuster et dans le temps. Donc, pour le prix, par exemple, si on se dirige vers un prix trop cher, ce n'est pas suffisamment attractif et les marchés illégaux resteront très présents. On ne veut pas non plus mettre un prix trop bas et trop dans quelque chose qui ressemblerait à de la promotion ou de la facilitation à l'accès à la substance. Il faudrait donc trouver, voilà, sur tous les éléments, il y a des, un continuum et des ajustements à trouver pour trouver le modèle qui sera le plus adapté. Alors, il y a tout ce qui tourne autour de la disponibilité, alors notamment par l'octroi de licences aux vendeurs et aux points de vente, différents types de points de vente, ainsi que également un tas de contrôles en lien avec les consommateurs eux-mêmes, donc tels que l'âge d'accès, le rationnement, donc la quantité qui pourrait être vendue à certaines personnes sur la semaine ou sur le mois. Tout ça peut faire l'objet voilà, de décisions et être inscrit dans des textes juridiques à déployer. Euh, et puis alors, il y a aussi des spécifications sur les lieux de consommation autorisés à l'achat, à la vente, à la consommation sur place ou pour emmener en dehors du lieu de vente. Et puis alors, il y a tous les éléments de contrôle en lien avec le marketing, la publicité autour de ces substances. Quelques principes directeurs, hein. Tout ça est abordé évidemment en profondeur dans le guide, hein. Ici, moi, je vous ferai un très rapide résumé et mes collègues bientôt pourront vous en dire plus sur certaines substances en particulier. Alors, le côté pratique, hein, la régulation doit vraiment, pour atteindre ces objectifs, être acceptable pour les personnes consommatrices. Donc, s'il n'y a pas d'adhésion, euh, ça ne marchera pas, le marché illégal persistera. Ça doit être justifié, il ne faut pas du coup imposer des restrictions excessives au-delà de ce qui sera nécessaire pour réduire raisonnablement les risques réels. Et puis alors, en termes d'éthique, bien sûr, tout ce système ou ces systèmes à mettre en place ne doivent pas créer de nouveaux dangers ou aggraver les inégalités existantes, particulièrement pour les populations vulnérables. Et donc, on en arrive ici euh, dans ce guide à une proposition très concrète avec un modèle à 3 niveaux en fonction voilà, de niveau de risque. Alors évidemment, ici, il y a des choix qui sont faits. Tout ça est une proposition à discuter, à adapter, à réfléchir. Euh, les limites ne sont pas fixées et parfois peuvent être floues, mais il y a quand même en effet des substances qui ont des risques plus faibles et pour les personnes qui en consomment et pour leurs proches. Ici, il y a une proposition en 3 niveaux de risque. Je ne vais pas passer ici avec vous en revue les différentes substances ou formats de consommation de ces substances. Vous pouvez les lire sur le document ici ou dans le guide. Et donc avec une proposition de réglementation adaptée en fonction du niveau de risque, avec des options de commerce de détail qui donc ont des outils de contrôle adaptés en fonction de ce niveau de risque. Donc ici, des contrôles standards de produits de consommation, d'étiquetage, hein, d'informations commerciales sur l'emballage. Hein. Pour rappel, sur l'alcool en Europe, il n'est toujours pas obligatoire d'inscrire les ingrédients dans les bouteilles d'alcool, ce qui est quand même assez incroyable. On espère en tout cas que dans nos modèles de régulation ici sur les stimulants, on fera mieux qu'avec l'alcool et le tabac. Alors, il y a aussi des éléments en lien avec le contrôle de l'âge, les ventes sous licence, les restrictions de commercialisation pour certains produits par rapport à d'autres. Sur le niveau de risque 2, là, on rentre vraiment dans des substances, voilà, pour le moment illégales. Il y a une proposition de modèle standard où vraiment on veut mettre en avant l'importance, l'objectif premier qui est la santé publique et donc le rôle de l'État et l'importance d'avoir un monopole de l'État, pas de commercialisation possible, pas de
pas de profit possible à ce niveau-là, généré par les ventes, et donc un rationnement des produits et un emballage de type pharmaceutique. Et alors, pour d'autres niveaux de risque, euh, au niveau 3, un modèle vraiment de réduction des risques et de traitement où là, on est vraiment plus dans plus du cas par cas, des options de prescription ou de substitution ou de traitement ou de suivi de personnes et avec peut-être plutôt des consommations voilà, dans des lieux identifiés de consommation sécurisée avec suivi voilà, psychomédico-social adapté aux situations plutôt que voilà, des substances disponible à l'achat et à reporter. Voilà pour moi la petite introduction. J'espère que j'ai pas été trop long et je vous passe la parole. Ça va, Stéphane, et je te remercie de ce cadrage, en fait, de la suite. Et donc, nous allons te laisser la parole, Julie Soleil Messon de l'IDQ. Tu vas nous parler des spécificités de la MDMA, les contextes d'usage, le profil de risque et du coup du modèle de régulation proposé par ce guide. Je te laisse la parole. Bonjour, je suis vraiment heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la MDMA. Je travaille depuis plusieurs années sur les pratiques de réduction des risques, particulièrement en milieu festif et l'analyse de substances ici au Québec et au Canada. Et la MDMA, c'est une substance que je connais quand même assez bien pour avoir fréquenté les milieux festifs depuis les début des années 90. Donc, ça donne un peu mon âge. Donc, je m'attarderai pas nécessairement sur les effets et sur ces éléments-là parce qu'en général, on connaît bien ça. Donc, mon objectif ici va être plutôt de réfléchir à une question. Qu'est-ce qui rend une substance plus ou moins à risque? Hein? On a vu dans le tableau que Stéphane vient juste de démontrer qu'elle se situerait plus dans le risque 2, mais aussi comment jouent les différentes politiques sur les risques en lien avec l'MDMA. D'ailleurs, j'ai fait un peu une ligne du temps hein, qui montre un peu la MDMA à travers le temps, tu sais, entre la thérapie, la fête et bien sûr la prohibition qui est arrivée dans les années 80, mi-80 et tout ça, tu sais. Donc, on le voyait beaucoup plus dans des contextes plus expérimentaux, thérapeutiques et avec la criminalisation, on voit vraiment que premièrement, la substance disparaît pas, hein, elle devient quand même très présente, surtout dans la culture rave des années 80-90 et va continuer par la suite. Et dans la musique électronique, certainement. Et dans les années 90 à 2000, où moi, je fréquentais énormément les milieux, j'ai vu beaucoup cette répression des milieux festifs et tout ça. Je sais qu'en Angleterre, c'était le cas. Il y avait aussi des choses qui se passaient un peu partout. Puis à Montréal, d'où je viens, c'était vraiment beaucoup d'interventions policières dans nos milieux hein, qui étaient quand même illicites et on vivait beaucoup, beaucoup de répression par rapport à ça et donc pas beaucoup d'accès à l'information, à tout ce qui se passait par rapport à ça. Mais à un moment donné, toute cette scène-là s'est démocratisée un peu. Hein, la musique électronique est devenue un peu plus partout. Mais on a vu quand même que le marché a subi avec la criminalisation plusieurs différents éléments, dont le Rave Act aux États-Unis, Reducing Americans' Vulnerability to Ecstasy, qui a vraiment et qui impacte encore la capacité de faire des interventions en milieu festif aux États-Unis. Contrôle des précurseurs qui a amené aussi des pénuries de la substance, qui a amené la méphédrone. On a eu le PMMA et on en a plusieurs autres aussi qui ont vu le jour où il y a des liens entre des surdoses quand même mortelles en lien avec ça. Aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus dans l'MDMA où la concentration, la forme, le dosage et tout ça. Donc, la prohibition n'a pas fait disparaître la MDMA, elle a déplacé le risque vers un marché non contrôlé.
Pourquoi parler d'MDMA? Moi, je vais me concentrer beaucoup sur le milieu festif. C'est vraiment là qu'on le voit le plus. Les gens l'utilisent pour différentes raisons. Je pense que Guillaume l'a bien mis tantôt. C'est social, occasionnel pour certains, c'est régulier pour d'autres, ça peut être épisodique. C'est pour faire la fête, c'est pour connecter avec les autres et tout ça. Donc, la question ici n'est pas seulement d'empêcher l'usage, mais c'est aussi comment on peut créer des environnements où les personnes peuvent avoir accès à de l'information fiable pour faire des choix éclairés, demander de l'aide sans peur, hein. Le jugement est très présent. Dans les années 90, on n'avait pas l'Internet qu'on avait, on n'avait pas d'informations sur la MDMA. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient et aujourd'hui, ben, il y a une démocratisation un peu de cette information-là. Moi, j'aime beaucoup utiliser, au Québec, on appelle ça la loi de l'effet. Je sais qu'en France et ailleurs, vous appelez le set and setting et tout ça, mais les 4 dimensions de la loi de l'effet, en regardant l'expérience de la MDMA en milieu festif, je pense que c'est important de voir que c'est pas juste centré sur la substance. On dit tout le temps, hein, on parle souvent de la substance, mais on oublie tous les autres éléments qui sont autour de tout ça. Et donc, la personne est très importante, comment la personne se sent, comment sa santé, sa tolérance et tout ça, mais aussi le contexte de consommation, dans quel contexte la personne va le faire. Est-ce qu'elle va le faire en présence de pairs avec lequel elle a confiance ou dans un endroit où il n'y a pas d'accès d'eau, il n'y a pas de toilette, tu sais, il y a de la criminalisation, il y a des policiers, il y a de la sécurité qui est très forte. Et aussi ne jamais oublier, puis on en parle depuis tantôt, le contexte social, hein, l'illégalité, la stigmatisation. Est-ce qu'on a accès à de l'analyse de substances selon, tu sais, comme au Canada, mais on a la possibilité d'avoir ça dans certains milieux festifs où on a des exemptions au niveau des lois fédérales en lien avec les substances. Donc, tous ces éléments-là vont interagir ensemble et influencer l'expérience qu'une personne peut avoir en milieu festif. Donc, ça amène avec ça aussi à évaluer un peu c'est quoi nos risques en général avec l'MDMA aujourd'hui. Beaucoup, ben, c'est le dosage qui est très variable. Tu sais, c'est impossible vraiment de savoir la quantité d'MDMA qu'on va avoir dans chaque comprimé des capsules. Ici au Canada puis au Québec, c'est beaucoup en poudre. On achète ça en grammes. C'est même on voit un peu la montée des pilules qui reviennent, mais quand même, comment on sait quelle quantité utiliser et tout ça. Et pour travailler encore dans les milieux festifs, faire de l'analyse de substances, c'est vraiment un des aspects qu'on parle le plus en lien certainement avec la MDMA. Et donc, aussi, il y a la polyconsommation, il ne faut pas l'oublier, c'est tellement important. Tu sais, on parle des stimulants, mais avec les stimulants vient aussi l'utilisation de d'autres substances, dont l'alcool, qui est très présente, donc qui peut aussi amener des effets qui sont plus imprévisibles, qu'on connaît moins, et tout ça. Et bien sûr, dans certains milieux, mais on a peur d'être jugé, d'être expulsé, d'être dénoncé. Ce qu'on peut mettre en place, il y a beaucoup d'organisations. Partout, des organismes ont développé des réponses concrètes sur le terrain, de l'analyse de substances, des espaces chill, de l'eau gratuite, du outreach, de l'information claire, du soutien médical sans jugement. On le voit partout à travers le monde, ce genre de pratiques-là. Moi, j'ai eu la chance d'être partie prenante du développement de ces pratiques-là en milieu festif au Québec et au Canada. J'ai vu Richard Cloutier qui est là, qui a été un partenaire extraordinaire au niveau de la santé publique pour faire reconnaître, démocratiser, changer les perceptions, d'amener nos approches, l'acceptabilité sociale, la reconnaissance de ces politiques-là et des stratégies publiques en lien avec l'usage en contexte festif. Mais ces pratiques-là sont là, mais sont inégales d'un endroit à l'autre. Donc, ces pratiques-là ne disparaîtraient pas avec la régulation. Je pense que c'est important qu'elles restent. Au contraire, elles pourraient être mieux intégrées, mieux financées, plus accessibles. Hein, et tout ça, et la réduction des risques ne remplace pas la régulation, mais elle montre déjà ce qui fonctionne lorsqu'on parle de la réalité des personnes. Donc, on a déjà des choses qu'on fait qui pourraient vraiment améliorer toute la régulation au niveau un peu qu'est-ce que Stéphane a dit, je vais terminer un peu avec ça, tu sais, qu'on pourrait vraiment avoir une approche plus pragmatique au niveau de la régulation de l'MDMA en lien avec la qualité, son contrôle certainement du dosage, l'étiquetage,
On voit la petite image ici là, tu sais, de l'information et tous ces éléments-là. Donc, je pense que c'est vraiment important que l'objectif, bien sûr, qu'est-ce qu'on dit depuis le début, c'est pas de promouvoir la MDMA, mais de reconnaître qu'elle existe déjà et de mieux encadrer les conditions dans lesquelles elle circule. Et donc, la question de fond est simple. Voulons-nous continuer à faire comme si l'illégalité protégeait les personnes ou voulons-nous construire un cadre qui permet de mieux réduire les risques? Et les slides vont être disponibles par la suite. Je vous remercie. Vous pouvez aller sur l'infolette de l'AIDQ et il y a plein d'autres types de formations et d'événements qui se passent là. Donc, je laisse et je cède la parole à la prochaine personne. Merci beaucoup pour J'ai cette... essayé de faire ça le plus vite possible. C'est parfait. Alors, du coup, la prochaine personne, comme tu le dis, c'est Romain Romain Bach du GREA, qui va intervenir sur la diversité des amphétamines, des contextes de consommation selon les régions et le modèle de régulation proposé. Je te laisse la parole, mon cher Romain. Merci beaucoup, Catherine. Je vais vous faire donc une courte présentation de l'histoire d'abord des amphétamines et de leurs usages. Hein. C'est des substances qui sont nombreuses. C'est vraiment d'une famille dont on parle dans ce cas-là. Je pense que c'est important peut-être de les contextualiser pour commencer. Tout d'abord, souligner qu'au début, il y a une plante, c'est l'éphédra, qui est utilisée depuis des millénaires en Chine, en Inde, en Asie centrale, sous forme de thé, de décoction, de remède traditionnel. Et c'est un usage qui nous a accompagnés au niveau de l'humanité pendant très longtemps. À la fin du 19e siècle, les capacités de synthèse, de chimie ont permis d'isoler l'éphédrine, qui est le principe actif, et puis d'ouvrir la voie à la synthèse de l'amphétamine, qui est en fait chimiquement très très proche de cette éphédrine. On a pu synthétiser ensuite la méthamphétamine à peu près dans la foulée. Elle est rentrée vraiment dans la vie publique dans les années 30 sous forme de décongestionnant. Vous voyez le petit spray au milieu, c'était la benzédrine, qui est une forme d'amphétamine qui, par ses effets vasoconstricteurs, va réduire le problème de rhume que vous avez, mais a un effet secondaire qui est très vite recherché par les utilisateurs, c'est celui de stimuler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu une substance extrêmement utilisée sur le champ de bataille pour ses effets, on va dire, stimulants et énergisants qui permettent de travailler et de combattre pendant des heures. Les Alliés ont distribué environ 150 millions de comprimés d'amphétamine à leurs soldats. Les Allemands ont utilisé massivement la pervitrine, qui était de la méthamphétamine, pour réaliser la Blitzkrieg. On a vraiment un usage fonctionnel militaire qui se poursuit encore, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est important de faire ce petit détour par l'histoire pour montrer un peu le passage qu'il peut y avoir entre plantes, usage traditionnel, usage médical, et puis petit à petit, je vais en parler, un usage dans d'autres secteurs. Hein. Au final, ça rappelle ce qu'on trouve avec la coca, ce dont va nous parler Sacha très bientôt, et puis la cocaïne, bien sûr, mais aussi le pavot et l'héroïne, le cannabis et le THC et tous les autres cannabinoïdes. Toutes les substances dont on parle aujourd'hui, elles ont une racine, une histoire végétale, un usage traditionnel, une histoire dans le temps long. Et la chimie de synthèse, elle n'a pas créé le désir de stimulant, mais elle a peut-être amplifié, elle a peut-être concentré, elle a peut-être accéléré aujourd'hui. Et, la chimie n'est pas forcément très compliquée. Hein, là, vous pouvez voir que les molécules en tant que telles dont on parle aujourd'hui sont relativement similaires. On peut très facilement transformer un produit en un autre, et donc ça sera forcément très difficile de faire la guerre à une plante. Dans les années 50 et 60, les amphétamines, elles ont été prescrites massivement contre l'obésité, la dépression, la narcolepsie. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte qu'une grande partie des comprimés produits légalement finissaient sur le marché illégal. Et c'est ces mêmes molécules-là qui ont été placées sur le tableau 2 de la Convention des Nations Unies en 1971 dans le cadre de la guerre à la drogue, avec une promotion très ferme de sa part par Richard Nixon, avec des motivations clairement politiques à l'époque. Depuis ce moment-là, cette substance se trouve de tous les côtés
tableau des usages, avec une présence solide dans les scènes musicales, du punk à la techno, dans la culture de l'économie nocturne pour tenir les rythmes, dans la pharmacopée, on utilise encore beaucoup les amphétamines, aussi dans le monde du travail intensif et constant. Hein, je pense que c'est une substance qui correspond vraiment au moment qu'on est en train de vivre. On parlait un peu de cette accélération. Les amphétamines ont un usage fonctionnel fort. Les amphétamines, elles ont aussi une géographie complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des réalités sociales très différentes qui divergent radicalement selon les régions. En Europe, c'est beaucoup les amphétamines classiques qui sont consommées. En Asie, aux États-Unis, en Océanie, c'est la méthamphétamine avec ses risques spécifiques, sa durée d'action extrêmement longue qui existe également. On a beaucoup parlé du Captagon, hein, qui est un nom qui est aujourd'hui une série de produits et qui a été vraiment au centre de la guerre en Syrie. Donc vraiment une présence dans tous les continents. Ce qu'il faut dire, c'est que le risque lié à la substance, c'est pas seulement dans la molécule, il est dans la préparation, il est dans le mode d'administration, il est dans le contexte social, le type d'usage. Et c'est sur ces variables-là que la régulation peut et doit agir. Et c'est là que le modèle des 3 niveaux, on va pouvoir le creuser ensemble, il permettra d'orienter les consommations vers les produits qui présentent le moins de risques et de reprendre une partie du contrôle. En parlant de risques, je ne vais pas les citer en détail, hein, c'est important de souligner qu'ils sont importants par rapport à l'usage des amphétamines. Il y a des risques sur le cœur, il y a des risques lors d'un usage massif qui peuvent engendrer des psychoses, et puis il y a un risque chronique de dépendance, d'addiction. Il y a des enjeux spécifiques, par contre, par rapport aux fausses informations qui circulent sur les risques dans certains médias, dans certains pays, notamment dans le monde anglo-saxon. On parlait de bouche à méthamphétamine en disant que ça attaquait la dentition. Mais en fait, c'est souvent beaucoup plus un effet de contexte, un effet de précarité, plus qu'un effet de molécule. Les problèmes dentaires sont liés à la précarité et à la négligence, pas à la substance en tant que telle. Les conséquences directes pour la régulation, c'est que les réponses doivent être adaptées au mode d'administration, vulnérabilité spécifique de la personne. Pardon, j'ai eu un petit bug de PowerPoint. Le guide propose de mettre en place 3 niveaux de risque avec 3 réponses largement différentes. Tout d'abord, le niveau 1 avec une régulation relativement légère pour l'effet de sous ces formes de thé, de préparation orale, parce que les risques sont très faibles. Au niveau 2, les pilules de sulfate d'amphétamine par voie orale ou potentiellement qui peuvent être sniffés. Là, il faut proposer un modèle très strict de monopole d'État, d'emballage pharmaceutique. Dans le guide, vous verrez d'ailleurs un emballage, notamment pour la cocaïne, qui est très précis, avec toute une série de précautions qui limitent les risques de l'usage. Potentiellement un système de rationnement qui serait vraiment à réfléchir dans le détail, puisqu'on sait que... Romain, excuse-moi, effectivement, je ne voulais pas t'interrompre, mais on n'a plus accès à ton PowerPoint. Ah, ok, d'accord. Alors, je peux remettre les 3 modèles de régulation, je te remercie. Je le remets. Merci. Il est bien visible maintenant aujourd'hui. Oui, absolument. Voilà, donc au niveau 2, on est là, le monopole d'État, les emballages, la question du rationnement, donc il faut creuser, et puis une interdiction totale du marketing, de la publicité, avec un conseil personnalisé au point de vente, parce que les risques sont non négligeables, comme on le disait auparavant. Et puis au niveau 3, c'est les formes qu'on aimerait éviter de mettre à disposition dans le cadre du régulation, celles pour lesquelles il faut renforcer les réponses communautaires, pour lesquels on n'envisage pas une vente au détail, mais un travail autour du traitement. On en a parlé aujourd'hui pendant les discussions, autour des espaces de consommation supervisés, autour des interventions de proximité, autour de développement de nouvelles méthodes d'accompagnement, peut-être plus autour des questions de précarité.
Il y a deux points spécifiques que j'aimerais aborder avant de donner la parole. Premier point, c'est vraiment cette question de l'usage fonctionnel, hein. Les amphétamines sont consommées dans les universités, dans les environnements de travail, sous haute pression, parmi les soignants, dans les forces armées, hein. Je l'ai dit, c'est pas un usage forcément récréatif. Ça peut être ici un usage instrumental, souvent discret, qui est pas forcément visible en consultation très rapidement, hein, c'est seulement quand on perd le contrôle que ça arrive. Là, on propose de répondre par des seuils de rationnement adaptés et conditionnés à un suivi régulier, qui est au final un dispositif relativement proche du traitement. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Il y a aussi une réflexion sociale à avoir sur le rythme qu'on vit dans nos sociétés aujourd'hui. Un autre point que j'aimerais souligner, c'est la question du prix, hein. Les amphétamines sont faciles à produire, elles sont bon marché, ça limite l'effet dissuasif d'une taxation. Et puis, il y a un enjeu d'élasticité, hein, c'est-à-dire de remplacement d'une substance à une autre, par exemple par rapport à la cocaïne. Donc il faut vraiment prendre cela en compte et réfléchir à cette notion du prix par rapport à cette consommation croisée. Et puis, j'aimerais juste encore illustrer un exemple spécifique, c'est qu'il peut y avoir des consommations dans des cadres très déterminés, comme par exemple le chemsex, qui illustre les limites d'une réponse purement régulatoire, hein. L'usage de méthamphétamine dans des contextes sexuels est profondément ancré dans des dynamiques sociales spécifiques. Il y a des questions de stigmatisation, d'isolement, de vulnérabilité liées à la santé sexuelle. Quand on encadre le produit, on réduit un peu les risques d'adultération, on améliore les informations disponibles, mais ça suffit pas. Il va falloir s'attaquer aux déterminants sociaux de la santé, et puis il faut développer les interventions communautaires, thérapeutiques, pensées avec les personnes concernées. Voilà, je laisse la main pour la suite de la discussion. Merci beaucoup, Romain. C'était très clair. Merci beaucoup. Et on va donc passer maintenant la parole à Sacha Herzog, que je connais bien puisqu'il est chargé de projet à la Fédération Addiction. Sacha, tu vas nous parler de l'approche différenciée. On va parler de plutôt cocaïne, poudre, préparation à faible concentration, crack. Et du coup, les trois produits, trois niveaux de régulation, avec une dimension qui s'attache aussi au développement durable et à l'équité. Et je te laisse donc la parole, Sacha. Donc, je vais vous parler de la cocaïne. Je vais essayer de faire rapide parce qu'on a vu beaucoup de choses, mais la cocaïne, c'est intéressant sur cet aspect régulation, parce que comme les méthamphétamines, elles existent sous différentes formes. D'abord, qu'est-ce que la cocaïne? Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais d'abord, il faut savoir que la cocaïne, c'est une feuille qui provient de la plante du cocaïer, la feuille de coca, qu'elle a une historique de cultivation qui prédate, qui est bien antérieure à la découverte de la cocaïne en elle-même, telle qu'on peut la connaître aujourd'hui dans les poudres. Ça fait partie de la culture des populations andines en Amérique du Sud, et que la consommation y est pluriséculaire. Donc la feuille de coca, c'est un produit qui peut être mâché, qui peut aussi être consommé sous forme de thé, avec un effet légèrement stimulant, qui est notamment utilisé dans le cadre du traitement du mal de montagne, qui est assez fréquent dans les Andes. Ensuite, on a la cocaïne en poudre, qui est découverte à la moitié du 19e siècle, et qui est donc l'extraction d'un alcaloïde de la feuille de coca. Celle-ci, qui est la plus connue, elle est consommée le plus souvent sous forme de poudre, avec pour le coup des effets stimulants intenses, et des effets plus ou moins rapides sur le mode de consommation, soit en sniff, soit en injection lorsqu'elle est mélangée dans l'eau. Et pour ça, comme on l'a dit au début du webinaire, une consommation occasionnelle n'est pas nécessairement synonyme d'addiction ou de risque très grave. En revanche, une consommation fréquente augmente le risque de complications qui peuvent aller jusqu'à la surdose et bien sûr une addiction. Et enfin, il y a la forme sous forme de crack, donc cocaïne basée, qui est une deuxième transformation chimique qui consiste à chauffer la cocaïne avec du bicarbonate de soude pour la rendre fumable. Et dans ce cadre-là, les effets sont très rapides, très intenses, et donc avec des risques de complications plus importants, notamment de développer une addiction ainsi que de potentiels risques pulmonaires. Alors pour la cocaïne, c'est important d'avoir une perspective historique pour comprendre d'où on part, de quelle nature est la prohibition, et pourquoi la régulation est aujourd'hui une solution qui semble la plus efficace.
Donc, comme j'ai dit, avant la cocaïne, la coca est un produit qui a des pratiques historiques qui sont pas problématiques. Et d'ailleurs, la pratique de la feuille de coca sous forme de thé est toujours en vigueur dans les populations andines sans que cela pose de problème. Donc, la cocaïne a ensuite été découverte en 1855 en Europe. Et depuis cette découverte, son statut a beaucoup évolué. Elle n'a pas toujours été illégale. On peut notamment penser qu'elle a d'abord été promue par des industries pharmaceutiques. Par exemple, les entreprises Pfizer ont rapidement fait un médicament. Et elle est perçue comme un médicament, et même un médicament miracle. Pour certains, on peut, si vous voulez vous replonger dans les notes de Freud sur la cocaïne, c'est assez édifiant à quel point il en parle comme de la solution à tous les maux psychologiques, y compris à l'addiction à la morphine, comme un moyen de traiter les addictions. Et c'est aussi un produit de consommation courante, pour le coup, qui est cocorico en France, puisque l'un des produits phares de la cocaïne, c'était le vin Mariani, qui était un vin connu pour ses propriétés, enfin, qui était présenté comme ayant des propriétés fortifiantes et qui a été notamment une inspiration pour le Coca-Cola par la suite. Et pourtant, on a quand même un virage prohibitionniste qui part des États-Unis et puis qui s'étend dès 1914 avec le Harrison Act et qui s'étend au niveau mondial. Euh, et ce virage a certes des considérations de santé publique, puisque l'usage complètement dérégulé de la cocaïne comme produit de consommation courante, comme médicament, sans qu'il y ait voilà, les essais cliniques, c'était pas ce que c'était aujourd'hui, poser des problèmes d'addiction. Et là encore, Freud, on peut voir qu'il découvre petit à petit qu'il a du mal à vivre sans la cocaïne. Mais c'est pas la seule, c'est pas la seule raison. Il y a aussi une grande prégnance de l'imaginaire raciste dans la prohibition de la cocaïne. Et ça, on le retrouve dans des archives sur la façon dont elle est perçue, et notamment très souvent associée aux populations noires. Encore une fois, on retrouve l'imaginaire de la cocaïne qui renforcerait la sauvagerie des personnes noires aux États-Unis dès les années 20. Et cet imaginaire est en filigrane depuis lors. Et on peut, si on revient en France et plus récemment, on peut voir l'association de la question du crack en France, notamment à Paris. Des scènes de crack qui sont aussi principales, qui sont beaucoup composées de personnes noires historiquement, et on retrouve, si vous regardez les médias en France, cet imaginaire de la sauvagerie avec un aspect presque démonique de la cocaïne sur les personnes. Et pourtant, donc, cette prohibition, elle est intense, elle est affichée, mobilise toujours plus de moyens. Mais la cocaïne, aujourd'hui, c'est un produit dont la consommation est en constante progression dans les sociétés, notamment en Europe. La cocaïne n'a jamais été aussi disponible, aussi accessible, avec des prix pour le coup, diminuent, ce qui est assez important à signaler, et de plus en plus consommé. On le voit dans tous les rapports. En France, on a les rapports de l'OFDT qui font état de la cocaïne qui a des taux d'expérimentation qui sont en constante augmentation. Euh, et surtout en consommation dans la population générale. On s'écarte de plus en plus d'un imaginaire qui voudrait dire que la cocaïne est soit consommée par les élites, qu'elles soient financières ou artistiques, ou par des personnes en très grande précarité. Aujourd'hui, la cocaïne est consommée dans toute la société, dans tous les contextes. Et la prohibition n'enraye pas ce phénomène. Les trafiquants arrivent à faire venir de plus en plus de cocaïne en Europe. Les ventes augmentent de plus en plus, les méthodes de vente s'adaptent. Et donc pour ça, je vais revenir sur le modèle de régulation avec ces trois étages. Et la cocaïne, comme les méthamphétamines, correspondent aux trois étages. Donc on a vu la coca, on voit que c'est un risque assez faible en termes de santé publique. Et donc, pour cela, on imagine un système de vente commerciale sous licence. Donc, on pense sauter aux produits à mâcher, comme on peut avoir pour les gums de nicotine, comme on peut avoir pour le café et la caféine. Euh, et ça implique notamment aussi des ajustements au niveau international, puisque c'est un phénomène international, notamment au niveau de l'ONU et sur la classification des produits, de changer la classification de la feuille de coca, comme ça a pu être demandé par la Bolivie récemment et qui lui a accordé en tant qu'exception. Mais ça demanderait de refaire le régime général pour la feuille de coca. Ça permettrait aussi
pour les populations andines de valoriser le savoir-faire et de permettre des débouchés économiques autres que le secteur illicite. Et ce qui est à noter aussi, c'est que ça n'empêche pas une régulation, que ce soit sur les teneurs en cocaïne des produits, sur le fait de les mélanger, dans le fait de la présenter sous un angle récréatif, comme on peut voir les exemples des boissons énergisantes qui ne sont pas illégales, mais qui sont quand même régulées. Ensuite, on a le niveau 2 qui concerne la cocaïne en poudre. Donc, on a un risque qui existe, mais euh, qui est gérable. Et dans ce cas, le modèle, c'est celui du monopole d'État, donc avec la vente au détail dans des pharmacies spécialisées, avec un personnel qualifié qui peut donner des conseils de réduction des risques aux personnes. Et là aussi, le modèle de vente doit s'adapter aux réalités que vivent les personnes qui consomment de la cocaïne. Par exemple, sur les taux de pureté qui sont aussi à prendre en compte, mettre en vente de la cocaïne pure à 100%, euh, euh, pour le coup, aurait de graves risques en termes de santé publique pour des populations qui sont habituées à des taux qui peuvent aller selon les pays, selon les territoires, de 30 à 70% en moyenne. Donc là aussi, il y aurait plusieurs formules de cocaïne qui pourra aller de 35 à 70%. Et comme tout produit, ce taux de pureté serait indiqué comme on peut l'avoir pour l'alcool aujourd'hui avec des produits de coupe évidemment non toxiques. Évidemment, le marketing serait pas autorisé. Et aussi une question sur la quantité de produits qui sera disponible. Et pour ça, il peut imaginer des solutions. Dans le guide, vous allez voir une solution proposée, c'est de l'ordre de 1 gramme par mois. C'est une proposition qui convient à la grande majorité des personnes qui consomment, mais pas à tout le monde évidemment, puisqu'il y a des personnes qui vont consommer plus. Mais c'est là tout l'enjeu de trouver une formule qui convienne au plus grand nombre, et d'accompagner les personnes pour qui ce ne serait pas satisfaisant. Et c'est donc aussi un point important que je signalerai après, mais ça n'empêche, la régulation n'annule pas le soin, n'annule pas la réduction des risques, n'annule pas la prévention, qui sera d'autant plus nécessaire. Donc enfin, le niveau 3 correspond donc au crack ou à la cocaïne base. Dans ce cas-là, aucune vente au détail n'est prévue. D'abord parce que les personnes qui le souhaiteraient pourraient très bien cuisiner, enfin, faire ce crack eux-mêmes, mais aussi parce que les risques sont plus importants. Et donc là encore, c'est toute l'importance de dépénaliser, évidemment, et de renforcer massivement les dispositifs de réduction des risques avec des salles de consommation à moindre risque. Évidemment, pour ceux qui le souhaitent, qui souhaiteraient arrêter, un accompagnement pour le faire, qui serait vers le rétablissement, potentiellement vers l'abstinence pour celles et ceux qui le souhaitent, de la prévention sur les risques. Et ces dispositifs seraient d'autant plus possibles que les moyens qui étaient consacrés à la répression policière seraient désormais disponibles pour les consacrer à des approches de santé publique. Et pour conclure, et comme ça on a quand même le temps pour les questions, c'était juste pour dire que la cocaïne reste un produit issu d'agriculture, mais pratiqué par des populations vulnérables. Les populations andines sont des cultivateurs et sont vulnérables d'abord aux trafiquants, puisqu'elles dépendent des trafiquants, de logiques violentes euh, dans des contextes qui peuvent être marqués par la corruption, par la violence. Et donc, le modèle de régulation participera à mettre fin à ce cycle de la violence, notamment en adoptant une stratégie de justice transitionnelle et des modèles d'économie durable. On peut penser à des moyens, par exemple, de permettre aux agriculteurs de transitionner vers une agriculture légale avec des réinvestissements dans les moyens, des labels de commerce équitable comme on peut l'avoir sur d'autres produits. Aussi protéger les agriculteurs de logiques prédatrices qui pourraient être de grandes entreprises qui les excluraient du modèle légal. Voilà, l'idée est de faire une régulation qui soit aussi favorable aux populations concernées au premier chef par la prohibition. Donc ça implique aussi des investissements, encore une fois, dans les pays de production en matière de santé, d'éducation, de prévention, pour que la régulation soit un outil de développement juste pour ces populations. Je vais donc vous remercier tous. Écoutez, nous allons clôturer ce passionnant webinaire. Moi, je vous remercie tous, les participants, les panélistes. Un salut appuyé à Steve Rolls, évidemment. Juste quelques mots de conclusion pour franchement vous inviter tous, évidemment, à télécharger, à lire ce guide
qui, comme on l'a quand même beaucoup précisé, vient en fait opérationnaliser, hein, je vais le dire comme ça, faire des propositions très concrètes sur la manière dont on pourrait penser finalement non pas la régulation, mais les régulations, qui nous permettent aussi de nous rappeler que la drogue n'existe pas, mais des drogues existent et donc appellent des encadrements spécifiques et qui ne sont pas monolithiques. Et je vous inviterai largement à lire, à vous intéresser aussi à ça. Alors, je sais que beaucoup le sont déjà, mais vraiment dans cet exercice de conviction pour nous rappeler, consommateurs, professionnels, que la régulation, c'est aussi notre sujet. On pourrait se dire que c'est une question politique qui sort peut-être un peu aussi de notre champ, mais ce guide-là, il rappelle que la régulation légale, ça n'est pas qu'une simple alternative politique, c'est vraiment un levier fondamental pour nous en termes de santé publique, pour nous professionnels, et c'est aussi un levier, on l'a beaucoup dit, de justice sociale, de droits humains et d'ordre et de tranquillité publique. Donc vraiment, ce guide nous concerne aussi tous, et cette dimension nous concerne tous. Et merci beaucoup de votre participation et à très bientôt.